Laurent Monnuy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation et merci à plusieurs titres. D'abord personnel, il faut quand même le dire. Nous suivons, autant que faire se peut, avec attention vos productions. Il faut savoir par exemple que la caste a été une des sources, une des bases du texte du dernier congrès de la libre pensée sur l'analyse du système macronien. Ça semblait un bouquin particulièrement important. Et là, Prédation continue, de mon point de vue, ce travail avec, je ne vais pas dire une difficulté, mais une très grande richesse, parce que c'est à la fois une synthèse argumentée, détaillée de l'état des lieux sur les privatisations, une histoire des privatisations et des nationalisations, et aussi, comment dirais-je, une réflexion sur les thèmes qui ne sont pas toujours si simples à traiter de privatisation et de nationalisation. Alors, première question banale, pourquoi ce choix d'investigation sur les privatisations et ce... Je suis vraiment sensible aux mots gentils, même si je les laisse de côté. Mais c'est vrai que l'utilité ou le bonheur que j'ai comme journaliste trait d'union citoyen, c'est que mon travail puisse éventuellement contribuer à alimenter tous les cercles démocratiques, le mouvement citoyen. Et donc, le sentiment que j'ai, c'est que les privatisations, qui durent depuis 35 ans en France, ça a commencé avant à l'étranger, ça a commencé au Chili sous Pinochet, c'est la réforme majeure qu'on a vécue depuis ces années. Majeure parce que ça a modifié l'horlogerie interne du capitalisme français, radicalement. Ça a instauré une sorte de prééminence du capital sur le travail, alors que dans le capitalisme d'avant, celui des Trente Glorieuses, il y avait une sorte de compromis social entre le capital et le travail. Et surtout parce que depuis le début des années 2000, ces privatisations ont connu un nouveau cheminement. Ce n'a plus été que les groupes industriels et financiers. Ça a été ce que, par communauté d'expression, j'appellerais les biens publics ou les biens communs. Donc les autoroutes, les aéroports, la privatisation rampante de la sécurité sociale. Donc en clair, c'est tout le modèle social français qui est en train d'être mis en morceaux, mis en charpie. Et donc, comme souvent, des privatisations, ça a été... Il n'y a pas eu de grand débat public. Il y en a eu un peu en 86, mais uniquement sous un aspect. On brade les bijoux de famille, comme on disait à l'époque. Mais c'était limité à certains cénacles politiques. Tandis que là, depuis 2-3 ans, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu une sorte d'appropriation par les citoyens de ce débat, notamment à la faveur de la crise de l'hôpital, avec l'apparition de ce slogan quand tout sera privatisé, nous serons privés de tout. Voilà, j'ai le sentiment que les citoyens commençaient à percevoir l'extrême gravité de cette réforme, et donc je me suis dit que c'était utile de documenter cette crainte diffuse dans le pays. Il y a, dans le fil de ce que vous venez de dire, la question du référendum d'ADP était marquant comme élément. Et on a l'impression, alors le livre, je ne vais pas le déflorer, parce que c'est un état des lieux, je crois, extrêmement précis, et personnellement, comme lecteur, je sais très bien que telle chose a été privatisée, telle chose l'a été, mais on ne se souvient plus exactement de comment ça s'est fait. Or, le mécanisme lui-même est particulièrement intéressant, et avec le fait que tout est privatisable, tout est privatisé. Les forêts, les cimetières, on arrive à des choses où l'inconcevable est privatisé ou privatisable. Et avec un aspect qui m'a semblé, qui est un complément, je dirais, avec La Caste, l'ouvrage précédent, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'une collusion, ou plus exactement, on a l'impression de la fabrication, de la formation d'un personnel qui va être fait pour privatiser, pour être fait, pour démanteler les services publics, etc. Est-ce que c'est une vision... Non, c'est exact. Il y a ces deux aspects. D'une part, la seconde phase de ces privatisations révèle un changement dans l'horlogerie du capitalisme. Donc, avant, dans le rapport de force entre capital et travail, le capital considérait qu'il y avait des secteurs
où il ne pouvait pas aller. Il y avait une sorte d'inhibition. Il ne se sentait pas le courage politique d'affrontement sur des secteurs non marchands, hein, certains secteurs, la politique de la santé, la sécurité sociale, l'enseignement, c'était un sanctuaire, hein, l'université, personne n'y rentrait, ni la police, ni l'argent. Voilà. Et donc là, il n'y a plus de tabou. Hein. Il n'y a plus de tabou. Et donc, du coup, au sein même de l'État, il y a des phénomènes d'intrusion du capital. Au sein de l'hôpital public, par exemple. On l'a beaucoup dit avec la réforme, la tarification à l'acte, l'hôpital fonctionnement comme une entreprise, il n'y a plus de tabou. Hein. Et dans ce basculement du capitalisme, dans cette modification des règles de fonctionnement du capitalisme, il y a aussi un aspect de prédation sur la politique elle-même. C'est que, prenez par exemple la haute fonction publique, des hauts fonctionnaires, y compris se réclamant de la gauche, il y a 10 ans ou 20 ans, ont surfé sur ce mouvement des privatisations, sont devenus PDG d'entreprises privatisées et sont maintenant certains porte-parole de ce capitalisme financiarisé. Et donc voilà, c'est un mouvement conjoint. Et il y a quelque chose, et ça a été abordé dans ce que vous venez de dire, les logiciels sont les mêmes, aussi bien à gauche qu'à droite, ou ce qu'il est convenu d'appeler la gauche et ce qu'il est convenu d'appeler la droite. Les logiciels sont les mêmes, et on pourrait quasiment changer le nom de tel ou tel ministre. La politique, elle est discontinue depuis 85-86, on va dire. Oui, oui, c'est ça qui est terrible, dans ce mouvement de prédation. Il y a un mouvement d'uniformisation. Hein, et donc, les privatisations disent aussi beaucoup, ont contribué à la formation de la caste, donc ce qui était le titre de mon livre précédent. Et on voit bien quel a été le moment de bascule. C'est le courant des années 90. Il y a d'une part l'arrivée, à cause des privatisations, des grands fonds d'investissement anglo-saxons. Et dans ce même mouvement, la marge de manœuvre que le capital accepte dans les rapports sociaux se rétrécit. Et donc, du même coup, les politiques économiques deviennent de plus en plus semblables et se forme une sorte d'oligarchie vertébrée par l'inspection des finances, le Conseil d'État, enfin les grandes administrations, les grandes directions. Et ces gens-là véhiculent une pensée unique néolibérale, qui est l'idéologie de ceux qui privatisent. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas, voilà, there's no alternative. Voilà, c'est le. Et donc, il y a un aspect tout à fait désespérant. C'est la fin de la politique, dans ce cas-là, de noble. La politique, c'est la part de choix des hommes. Hein, la politique économique, c'est la part de choix dans les conduites, parce qu'il y a le dictatinat, c'est la fin de la démocratie. Je rebondis sur le mot désespérant, que je ne partage pas, mais que je comprends parfaitement, parce qu'on peut avoir cette impression de c'est râpé, quoi. Et ce qui est terrible, et à plusieurs reprises, vous revenez là-dessus, c'est le mensonge, non pas comme phénomène moral, parce qu'après tout, bon, c'est le mensonge comme outil stratégique de la privatisation. La privatisation ne se conçoit pas, les privatisations en France ne se conçoivent pas sans des mensonges éhontés comme étant l'outil politique, l'outil, pas de communication, l'outil politique, c'est on vous dit qu'on ne le fait pas et on le fait. C'est quand même, c'est sidérant. Alors, comme, dans cette histoire de mensonges, parce qu'il y en a eu beaucoup, il y a notamment le mensonge de Lionel Jospin, qui est sans doute le plus spectaculaire, hein, parce que comme d'autres, ils n'usent pas du mot de privatisation. À l'époque, on parle de respiration du secteur public, donc il y a une sorte de sémantique, la sémantique du mensonge. Mais il faut comprendre aussi ce que ça dit de l'impuissance. Au début, vous vous souvenez, donc, il y a la campagne des législatives de 97, Lionel Jospin dit il n'y aura plus de privatisation, on arrête. C'est l'engagement qu'il prend. Hein, et de la même façon qu'il prend l'engagement des 35 heures, payé 39. Sans flexibilité du travail. Bon. Et il dit ça en février 1997, et dès septembre 1997, 6 mois après, à peine à Matignon, il ouvre le capital de France Télécom, qui est la plus grosse privatisation. Et à l'époque, c'est pas pour privatiser, dit-il, c'est pour faire une alliance stratégique avec Deutsche Telekom, l'homologue allemand. Hein, voilà, c'est conception du réformisme. Mais en fait, l'alliance n'aura pas lieu et ce sera en fait le vrai coup d'envoi de la privatisation.
Et donc il y aura eu une sorte de des mensonges progressifs, mensonges aux électeurs, on arrête de privatiser, ensuite un mensonge en s'installant à Matignon, on va faire une coopération industrielle, et finalement ce sera la privatisation, l'un des saccages du service public, parce qu'il y avait, on l'oublie, le service public du téléphone. C'était même pas un service public à l'origine, c'était une administration de l'État, avec un ministre, le ministre des PTT. Tout le monde se souvient de ça. Et donc c'est un saccage, et parce que c'était un service public, et on sait comment il va se terminer. Le capital a été ouvert, et un jour ou l'autre, ce qui reste de cette entreprise publique, Orange, ce sera croqué par qui? Par un Vincent Bolloré ou un milliardaire de ce type. Et ce qui me semble également important, parce qu'il y a tout cet aspect dans l'ouvrage d'études fouillées, argumentées, chiffrées, datées, travail d'investigation et pas d'investigation ponctuelle, je dirais d'investigation sur le long terme, quand même plusieurs décennies. Ça, c'est un aspect extrêmement important de l'ouvrage, et ne serait-ce que pour cela, il faut l'acheter, le lire, l'étudier, pas uniquement le lire, c'est un bouquin à mon avis qui demande plusieurs lectures. Et il y a aussi un autre élément qui me semble personnellement très important, c'est cette réflexion sur la propriété. Parce que qui dit privatisation, qui dit nationalisation, dit propriété. Or, la propriété n'est pas quelque chose de stable, c'est quelque chose, ça me semble bien expliqué, qui évolue fortement dans l'histoire. La propriété n'est pas intrinsèque, elle n'est pas inamovible. La propriété, c'est ce que les hommes en font. Moi, c'est le débat qui me tient le plus à cœur. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Parce que la gauche socialiste, pendant très longtemps, a vécu sur l'illusion, ou a donné à ceux qui l'écoutaient l'illusion, que l'alternative principale, c'était l'État face au marché. On était de gauche si on était pour l'intervention de l'État, et on était de droite si on était pour laisser faire la main invisible des marchés. Or, en fait, quand on regarde bien ce dossier, à la fois les privatisations d'un côté, mais ce qu'a été aussi la propriété publique, on se rend compte, parce qu'en France, la nationalisation a toujours rimé avec étatisation. C'est l'État qui a pris la main. Le bilan des nationalisés, j'essaie de le faire sur un chapitre, est calamiteux. Calamiteux, sur un siècle. Je prends juste un exemple, parce que c'est peut-être le plus symbolique. Renault est le symbole de quoi? Renault, dont l'État est toujours l'actionnaire principal, avec 15% des voix, à égalité avec Nissan. Son ancien PDG gagne 15 millions d'euros, avec le salaire de Nissan, et donc mandataire social qui a un salaire absolument affolant, et en bas, nouvelles inégalités, travailleurs pauvres, un ouvrier sur deux chez Renault est en intérim. Il n'y a même plus besoin de démanteler le droit du licenciement. Bref, je trouve que le bilan est calamiteux. Et donc, du coup, je me dis que si la propriété publique n'est plus l'alternative à la propriété privée, il faut repenser la question de la propriété. C'est un débat tabou, dans le débat public, il est rare qu'on pose le débat. Mais dans l'histoire du mouvement ouvrier, de la gauche, très souvent, cette question de la propriété a été posée. Je rappelle que sous la Commune de Paris, par exemple, les communards inventent les coopératives ouvrières. Alors, ça vieillit maintenant, on peut faire un bilan critique des coopératives, mais il y a une volonté de régler la question de la propriété. Pendant la guerre civile espagnole, certains républicains posent la question de l'appropriation des terres. Voilà. Quand il y a un mouvement social fort, souvent la question de la propriété est posée. Alors, comment est-ce qu'on peut la poser aujourd'hui? Moi, je trouve qu'il y a des endroits où c'est assez simple de se dire comment faire en sorte que l'État ne prenne pas la main. Si on prend la sécurité sociale, c'est peut-être le débat le plus simple. La sécurité sociale, pour tous ceux qui sont attachés à ses origines, on sait comment elle fonctionnait. Ce sont des cotisations, c'est un salaire différé, donc c'est l'affaire des employeurs et des employés. Jamais l'État n'aurait dû mettre la main sur la sécurité sociale. Ça commence avec De Gaulle, les ordonnances de 67 qui ont conduit en grande partie à l'explosion l'année d'après de 68. Ça devrait être les citoyens, employeurs et employés, qui la gèrent eux-mêmes, sans que l'État... En fait, l'État a transformé la sécurité sociale en un budget annexe de l'État. Tout à fait. Et dans le même mouvement, on a totalement broyé la démocratie sociale. Ça c'est assez simple. Au niveau local, c'est aussi simple. C'est que, on se dit, il faudrait qu'on trouve des modes d'appropriation collective dans un cadre démocratique où les citoyens ont la main. Donc, quand il s'agit
de la remunicipalisation d'un service d'eau, quand il s'agit de la défense d'une forêt communale, c'est assez simple à faire. La vraie question, c'est comment faire en sorte, pour les services publics d'ampleur nationale, je pense les transports, la SNCF, la base du service public, c'est quand même que ça reste dans un cadre national. C'est l'égalité d'accès des citoyens et la péréquation des tarifs. Donc la vraie question, c'est comment est-ce que les citoyens peuvent reprendre le contrôle de ce qui leur appartient. Donc une fois qu'on a dit ça, il y a plein de sous-débats. Est-ce qu'il y a des biens qui devraient être inaliénables, qui n'appartiennent à personne, qui appartiennent aux citoyens, mais qui n'appartiennent pas à l'État, que l'État n'aurait pas le droit de vendre? Ensuite, quelle est la bonne gouvernance? Comment il peut y avoir un contrôle citoyen collectif de ces biens communs? Moi, je donne quelques pistes, mais je pense que c'est le mouvement social lui-même qui trouvera les bons moyens. Mais donc avancer vers cette perspective, vers les communs, ça change l'horizon. C'est plus le communisme d'État, la perspective. C'est pas l'État qui gère tout. Voilà, c'est comment est-ce que les citoyens peuvent retrouver la maîtrise de biens qui leur appartiennent. Sur ces aspects-là, nous, comme IREL, on ne peut pas se prononcer. On est, comment dirais-je, un institut de recherche, on essaye d'être un institut de recherche. Mais ça me semble extrêmement important ce qui est développé dans l'ouvrage sur un autre aspect sur lequel je souscris totalement à cette appréciation, un faux débat, qui serait que, ça on est d'accord, les privatisations c'est toujours de droite, ça ne se discute pas, mais que les nationalisations seraient toujours de gauche ou de ce qu'on appelle la gauche. Or, et quand les éléments fournis dans l'ouvrage permettent de revenir là-dessus, les choses sont autrement plus compliquées que ça. Bien sûr. C'est autrement plus compliqué que ça. Parce que, par exemple, dans les mouvements sociaux qui ont amené à une forme de réappropriation, il y a bien évidemment la Commune de Paris, il y a bien évidemment la Révolution espagnole, la Libération. Il y a un état comme ça de mise en commun. Mais pour revenir à cette le Front populaire aussi, il faut faire l'inventaire en fait. Faire l'inventaire parce que il y a des nationalisations qui n'en sont pas. Je rappelle la SNCF. Le Parti communiste dit à l'époque, à juste titre, c'est la nationalisation des déficits. C'est-à-dire on aide la famille Rothschild et quelques grandes familles à se débarrasser de réseaux régionaux qui sont en situation de faillite. Et il y a aussi une réflexion de la part des solidaristes, de Léon Bourgeois et de ses successeurs, qui est une forme d'organisation du capitalisme qui inclut des secteurs qui seront obligatoirement nationalisés, comme s'il fallait permettre à des secteurs entre guillemets dynamiques du capitalisme de pouvoir pleinement s'investir ailleurs et de laisser les parties mortes ou les parties mourantes ou les parties non rentables, les parties non rentables vont être laissées mais ça, je rappelle ça parce que c'est une idée importante. À l'origine, l'idée de nationalisation est une idée de droite. C'est une idée libérale. C'est l'idée que quand un secteur arrive en situation de monopole, dès lors qu'il n'y a plus la concurrence, il faut que l'État prenne les choses en main. Parce qu'on défend déjà, si ce n'était pas encore la formule, mais une concurrence saine et non faussée. Et donc, dans ce cas, on nationalise. Mais donc, pendant très longtemps, à la fin du 19e et au début du 20e, il n'y a pas de débat sur les nationalisations. Il y en a un petit peu un débat en 1908, Jaurès s'en empare à cause... Le congrès de Saint-Quentin. Voilà, bon. Alors, quelles sont les nationalisations vertueuses, si on fait ça sur un siècle ? Indéniablement, à la Libération, alors, le programme du Conseil national de la résistance ne parle pas de nationalisation. Il y a un aspect aussi patriotique, c'est le retour à la nation des biens, etc. Sûrement fallait-il nationaliser le crédit. Donc nationaliser d'abord la Banque de France, ce que le Front populaire n'a pas le courage de faire. Il ne fait pas la réforme que fait Roosevelt aux États-Unis, organiser la partition entre les banques spéculatives et les banques commerciales. On le fait et on nationalise les banques. Soit dit au passage, ce qui est intéressant à relever, c'est que cette partition des banques qui est vertueuse, ce sera un socialiste qui, longtemps après, Jacques Delors en 1984, qui la supprimera et on reviendra à un système non vertueux avec la spéculation au cœur même de la finance. Voilà. Et sur la partie du programme de nationalisation à la Libération, là aussi, il y a une sorte de mythe
Parce qu'effectivement, le programme du CNR ne parle pas de nationalisation, il ne parle pas, il ne mentionne pas non plus les conventions collectives. Non. Donc des fois, j'ai l'impression pas des fois, très souvent, j'ai l'impression qu'on mythifie le programme du CNR, parce que les nationalisations, et c'est très bien expliqué dans cet ouvrage, décidément, que je recommande, il y a toutes sortes de choses. Il y a y compris une part de rationalisation, il y a une part de restitution des biens communs. Il y a aussi une part patriotique très très forte, le châtiment des traîtres, une forme de condamnation à l'indignité nationale, si je ne dis pas de bêtises. Renault, en même temps qu'il est nationalisé, est condamné à l'indignité nationale. Les choses vont de pair comme si bien sûr. À une époque, à cette époque, même le MRP parle de révolution. Et par la loi, voilà. Mais donc, ce qui est intéressant dans le programme du Conseil national de la résistance, donc qui ne parle pas de nationalisation, c'est que c'est un souffle, c'est une dynamique, c'est une espérance. Mais on sent bien que, à cause de dynamiques politiques que l'on connaît, ce souffle s'interrompt à partir de 1945. Et donc, on voit bien que les reculs commencent assez tôt. Et donc. Alors, il faudra du temps pour tout détricoter, hein, ça s'accélérera avec la vague néolibérale. Mais je trouve que c'est le souffle qui compte. Hein, Et d'un certain point de vue, quand Kessler dit qu'il faut tout détricoter, il n'utilise pas ce terme-là, et qu'il fixe 1952 comme étant la borne, c'est assez bien vu. La dernière grande loi sociale, c'est la loi du 11 février 50 sur les conventions collectives, bien évidemment qui ne concerne que très indirectement la question qui nous occupe aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce souffle, je ne vais pas dire qu'il va retomber, c'est mal, ce serait une formule malencontreuse, mais il existe encore, et ce qui permet cette très grande difficulté. Il faut user de mensonges, d'escroqueries, de tours de passe-passe pour arriver aux privatisations. Alors, nous, on est protégés par le legs du passé. Hein, donc, il y a des très grandes institutions sociales qui font que l'argent a commencé à s'insinuer, mais pas encore totalement. Mais on le sent bien, je veux dire, la sécurité sociale, il faut le dire, le processus de privatisation est engagé. La sécurité sociale est cernée. Il y a des secteurs entiers où l'argent s'est insinué. Juste un exemple, le mutualisme, bien sûr, dans beaucoup d'endroits, c'est des organismes hybrides qui ont muté vers les marchés financiers, hein, avec des banques mutualistes comme la banque Crédit Mutuel de Bretagne. Le patron gagne 1,4 million d'euros. Prenons un exemple, la dépendance. Si on était encore au début de la sécurité sociale, sans qu'elle soit tronçonnée en plusieurs branches, la sécurité sociale aurait pris en charge la dépendance. Là, personne ne l'a prise en charge. Et donc, du coup, assez logiquement, les grands fonds d'investissement, des forces liées au capital financier ont investi ce secteur. Et je donne juste l'exemple du groupe le plus important dans le secteur de la dépendance, Korian, qui est le géant européen des maisons de retraite médicalisées. Sa PDG gagne 1 million d'euros par an. En février dernier, elle a voulu distribuer des dividendes à ses actionnaires pour 58 millions d'euros de dividendes. C'est juste l'émotion publique qui a fait qu'elle n'a pas mené son projet à bien. C'est un aspect scandaleux, parce que du coup on voit bien quelle sécurité sociale cela dessine. Les vieux riches peuvent s'offrir des systèmes de protection, de maisons de santé médicalisées. Les vieux pauvres, il ne reste que la solidarité familiale, l'entraide quand la famille existe encore. Et donc c'est l'horreur que les résistants ont voulu abolir en ayant cette idée d'une sécurité sociale qui sera créée quelque temps après la guerre. Et ça me semble important parce que cette évocation de l'émotion collective, ou ce qu'on disait en aparté avant de commencer cet entretien, ce tissu de réseau citoyen, de réseau politique, etc., auquel vous contribuez, c'est un facteur de grand optimisme, je vais dire. Parce qu'il y a la surface des choses, et puis en dessous, ce qui se passe, ces débats, ces discussions, ces réflexions, à notre part, bien modeste, on essaie d'y contribuer. Et c'est sur cette note d'optimisme relatif, mais d'optimisme quand même, que je voudrais terminer. On vous remercie infiniment, cher Laurent Mauduit. Merci beaucoup.